Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Miami et nous avons derrière nous la magnifique 2020 Nissan GT-R Nismo. Donc c'est pas n'importe quel GT-R, c'est une GT-R qui a beaucoup de parties en fibre de carbone, le pare-choc avant, arrière, le capot, le toit, les garde-boue avant. Et donc tout ça nous ajoute un joli petit 80 000 $ au prix de la GT-R de base de 110 000. On se trouve dans les 200 000 $ pour une Nissan GT-R. Ça commence à faire un petit peu. Elle est bien entendu magnifique. Voyons un petit peu à quoi elle ressemble dans l'extérieur. Donc le profil typique de la Nissan GT-R, bien évidemment, avec le petit badge Nismo, bien entendu. Premium, et bien entendu là le pare-choc avant en fibre de carbone. Et en fait on voit la différence entre le carbone ici exposé et le carbone qui est peint là, et on voit la ligne de peinture. Donc ce ne sont pas des inserts, mais c'est vraiment tout est en fibre de carbone, et certaines parties sont peintes et d'autres ne le sont pas. C'est la même chose pour le capot. Ces parties là ne sont pas actuellement insérées, mais en fait si on regarde vraiment en détail, c'est qu'en fait là c'est peint et là ça ne l'est pas, donc ça ne va pas être vraiment facile à faire au niveau production. Pour 2020, le seul ajout en fait sont vraiment, c'est encore une fois c'est avant là en carbone, et là ce qui est peint et là ce qui est pas, donc c'est pas des morceaux de carbone qui sont insérés dans la voiture, c'est vraiment le garde-boue entier qui est en carbone. Aussi la petite option sympa, les freins en céramique Brembo carbone, donc 6 pistons opposés en céramique. C'est une option qui coûte 16 000 $ sur le Nissan GT-R Track Package, donc ça donne déjà une idée. On va dire 16 000 $ là. Dans les parties en carbone, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire à 6 000 $ pièce. Ça fait déjà, on va dire, 40 000 $ de pièces en carbone, plus les freins, on est déjà à 55 000, donc ça s'additionne assez rapidement. Le toit bien entendu est en carbone aussi, magnifique, hein, très joli, très joli. Et on a aussi des jolies petites jupettes en carbone. Par contre la petite ligne rouge là, c'est un peu bas de gamme, c'est actuellement un autocollant, donc on se demande pourquoi ils ont fait un peu les chips sur ce côté là, alors que tout le reste est très joliment peint. Là c'est simplement en autocollant. J'imagine que pour ces pièces là ils n'avaient pas envie de créer un atelier de peinture spécifique. Quand on ouvre l'intérieur, il y a en fait double carbone, donc il y a la jupe là, et il y a encore un petit morceau, d'ailleurs c'est un morceau entier qui va jusqu'à la base là du châssis, avec les jolis petits badges GT-R. Bon, avant qu'on rentre à l'intérieur, on va encore continuer à faire le tour avec encore une fois les freins en céramique à l'arrière, magnifique, hein, les détails, chaque petit boulon est absolument magnifique, c'est très joli. Pour info, la couleur jaune des étriers, ça a été fait parce que Nissan a fait quelques tests d'études, et en fait les freins chauffent tellement que les couleurs changeaient. Donc ils mettent, par exemple, j'imagine le rouge devenait soit plus clair, soit plus foncé. Ils ont trouvé que le jaune était la couleur qui marchait le mieux, donc avec les cycles de température, donc ils ont décidé de mettre tout ça en jaune. À l'arrière de la voiture, on a une aile en carbone absolument monstrueuse, qui est super grande. D'ailleurs je vais ouvrir le capot à l'arrière pour qu'on voit un petit peu plus. Donc un petit bouton ici pour ouvrir le coffre. On ouvre le coffre et là on voit les détails, encore une fois, tout en carbone de l'intérieur. Et on voit la différence entre la peinture et le carbone. Ça a dû être un sacré boulot d'avoir un détail, une précision pareille, et ça a coûté très cher à faire. Là on voit les vis, il y en a 6 qui sont utilisées pour fixer l'aile au capot. Donc on a un gros mécanisme à l'arrière pour fixer l'aile, et puis on a 4 gros mets ici qui s'appuient sur l'arrière du capot pour encore une fois transférer l'effort sur le châssis. Bien entendu ça se transfère aussi sur les montants en acier qui sont sur les bords, mais aussi à l'arrière. Il y a un coffre assez conséquent dans la Nissan GT-R, c'est assez intéressant. C'est dommage que les sièges ne se rabattent pas, parce que sinon franchement ça serait encore mieux, mais c'est déjà pas mal. Et à l'arrière, ça commence à être assez monstrueux. On a les phares ronds arrière typiques de la Nissan GT-R, et les pots d'échappement absolument démentiels. Et ceux-là ont été traités avec un petit traitement, j'imagine, de chauffage à la flamme, qui fait tourner le métal un peu bleu, qui fait typique un peu Fast and Furious.
À l'arrière, on a une petite caméra de recul et des senseurs là pour reculer. Bon, il n'y a pas beaucoup de technologie dans la voiture, mais au moins il y a une petite caméra quand même de recul. Donc voilà, c'est pour l'aspect extérieur de la Nissan GT-R Nismo. Ah, elle est magnifique, hein. C'est toujours le même style de la Nissan GT-R qui était apparue en 2007. Mais bon, avec quelques petites améliorations, ça fait un peu de tuning. Mais c'est quand même du meilleur coup, il n'y a pas à dire. On va quand même soulever un petit peu le capot quand même pour voir un peu la bête. Parce que c'est quand même là que ça se passe. Même s'il y a quand même une grande partie qui se passe au niveau des 4 roues motrices. Mais bon, et de la technologie qui est sur le châssis. Mais bon, ça, on va pas regarder ça aujourd'hui. Donc voilà le moteur typique de la Nissan GT-R avec les 6 entrées d'air là, avec son un petit logo Nismo. Donc la différence de ce moteur là, c'est que il a 600 chevaux au lieu de 560 grâce à des turbos mis à jour qui viennent de la série GT3 de course de Nissan. Donc elle est un petit peu plus rapide, bon, entre 560 et 600 ça fait pas une grande différence, mais bon quand même. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'attention du détail de chaque morceau, chaque tube qui a été placé quand même très bien. Même genre par exemple, on regarde ici l'arrivée des tuyaux de liquide de refroidissement, ça fait un joli T. Ou ce tuyau là et ce tuyau là se suivent un petit peu. Tout est vraiment fait de façon que ce soit très joli et l'aspect extérieur soit quand même maintenu. Il y a même une petite barre de renforcement en carbone. Je ne sais pas si vous la voyez, là. Elle s'accroche et elle fait tout le tour. Et par exemple, pareil, le morceau de plastique qui est là, quand en général on peut tirer, bah là il est joliment vissé sur le dessus. Donc chaque partie est quand même très bien faite. Et là on a le fameux badge où on a le nom de la personne qui a construit le moteur. Je crois que c'est Tsumi Shiyoya ou Shiyoga. Apparemment Nissan nous dit qu'il y a seulement 6 ou 7 personnes dans le monde qui peuvent construire ces moteurs. C'est plus du marketing qu'autre chose réellement. C'est juste qu'ils ne produisent pas suffisamment de voitures pour vraiment justifier une vraie ligne d'assemblage. Donc en même temps ils en ont profité pour nous dire qu'ils avaient seulement quelques personnes qui assemblaient les moteurs, et parce que c'était soi-disant très difficile. Mais bon, je pense que c'est pour le mieux, parce que le jour où il y avait un petit problème avec votre moteur, vous êtes bien content de l'amener chez votre concessionnaire Nissan et que le mécano du coin soit capable actuellement de la démonter quand même. Donc bon, c'est pour le mieux. Mais quand même très joli. Et encore une fois, on va regarder un petit peu le capot en fibre de carbone. Là, ça c'est un miroir, c'est-à-dire que là je ne filme pas le moteur, ça c'est le capot. Le moteur il est actuellement là. Donc, ça donne une idée du fini du carbone. Et bon, ça doit coûter pas mal d'argent d'avoir déjà de le faire de façon si propre et ensuite de le polir. Donc c'est une idée de toute beauté, et les entrées d'air qui sont de l'autre côté du capot sont actuellement fonctionnelles. Ces petits morceaux là injectent de l'air là en bas au niveau des pots d'échappement, et quand la voiture a l'arrêt, l'air chaud peut actuellement s'échapper de la voiture. Et le petit détail, c'est aussi ici une petite impression premium mid-chip, c'est le nom de la plateforme GT-R au Japon. J'aurais préféré un petit signe en japonais sympa, mais bon bah ils ont fait un petit signe en anglais. Donc voilà, très joli sous le capot. Franchement rien à reprocher. Petit détail, le capot est très léger et il y a 3 accroches, 1, 2 et 3. Donc quand on ferme le capot, il faut y aller doucement parce que c'est quand même assez fragile. Donc il faut appuyer un peu là sur le centre, et parfois il faut appuyer sur les bords. On va écouter. Et voilà, on voit ici. Ah, celui-là est rentré directement, mais il faut faire bien attention parce que parfois ça ne se ferme pas super bien. Donc non, bah, elle est absolument magnifique. Tous les différents matériaux employés sont vraiment parfaits. Ça c'est le dernier phare avant qui je crois a commencé en 2013 où on a des LED là, et on a un petit S ici en LED qui est sur le dessus du phare. Les modèles précédents avaient vraiment exactement la même forme, mais l'intérieur différait, donc ils sont pas trop foulés non plus. Ils ont changé seulement l'intérieur, mais la forme générale du phare est exactement la même. Alors pour ouvrir les portes, bon bah très bien, on met son pouce là et on tire. Je vois pas vraiment de problème. Il y a quelques personnes qui sont pas fans de ce système. Pour ouvrir les portes, il y a un mécanisme aussi un petit peu particulier. Le bouton est là, donc on le tire, il faut mettre ses doigts à l'intérieur, on le tire comme ça. C'est un peu spécifique, mais bon, ça marche très bien. Je vais vous montrer les sièges arrière. Il est hors de question que j'y rentre parce qu'ils sont vraiment trop petits. On peut regarder là, vraiment il y a 2 cm d'espace pour mettre ses jambes, mais il y a un gros subwoofer Bose derrière qui envoie les basses si on est dans ce genre de
Alors, quand on s'assoit derrière le volant, on a un petit bouton start stop qui est là. Et ça commence. La boîte de vitesse, le levier est actuellement assez intéressant. Il y a une forme spécifique, quand on tire, on va vers marche arrière et puis après automatique ici. Et en fonction à chaque fois qu'on tourne, on va de automatique à manuel. Et il y a un petit signe ici sur le tableau de bord, manuel, automatique, manuel, automatique. Ça se fait un petit peu vieux à l'intérieur. Bon là on va pas bien parce qu'il y a un peu trop de soleil. Je vais rouler je vais avancer un peu la voiture. Parce que là on est en plein soleil, on n'y voit absolument rien. Je vais essayer de la mettre un petit peu plus à l'ombre. Mais ça se conduit les doigts dans le nez, hein. C'est vraiment très très confortable. Par contre, les suspensions sont quand même assez fermes. Là on roule sur un parking avec des séparations de béton. C'est un petit peu ferme. Là, je vais me garer un peu là à l'ombre qu'on puisse voir un petit peu. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, super. La planche de bord qui est un des rares endroits où il y a un petit peu de fibre de carbone. Je vois il y a un petit peu ça, ok. Et le reste de la fibre de carbone est en fait là, donc seulement sur la console centrale il y a un petit peu de fibre de carbone, mais il n'y en a pas énormément. Le reste de l'intérieur est un petit peu old school, par exemple avec ces formes là rectangulaires ici, ou vraiment les fameux compteurs à la Gran Turismo là, qui sont vraiment old school. On peut pas faire plus old school que ça, mais franchement pour le mieux, très sympa. On a absolument toutes les valeurs qu'on veut sur la voiture. Par contre, faut pas aller s'aventurer dans la navigation ou d'autres choses comme ça, parce que là les menus sont quand même de façon assez brutale anciens. C'est pas génial, mais bon, encore une fois, pour une voiture de sport comme ça dérange pas trop. Le volant est quand même très sympathique, tout en Alcantara, avec bon, les boutons classiques pour changer les stations, le volume, le cruise control, avec des petites pédales bien entendu pour changer les vitesses. Malheureusement, le changement de vitesse, moi je le trouve un petit peu léger, un petit peu trop lent, mais bon, quand même on va pas non plus se plaindre, ça marche bien. Mais pour une voiture de ce prix avec cette puissance, j'aurais espéré quelque chose un petit peu violent. Le petit truc marrant, c'est que sous le volant il y a deux petites manivelles. Normalement il n'y en a qu'une pour ajuster le volant. Ah tiens, il y a un morceau de plastique qui se barre, sympa. Ok, une petite manivelle, la première qui est là, qui descend, qui te permet de faire monter ou descendre le volant. Et ce qu'on voit, c'est que tout le tableau de bord monte et descend en même temps, donc c'est assez amusant. Et il y a une deuxième manivelle qui est à côté, qui est là, donc celle-là je vais la remettre en place, qui permet de déplacer le volant d'avant en arrière. Donc bon, c'est une petite particularité de la GT-R. On va remettre la manivelle en place, tac, tac. Voilà, sinon à l'intérieur c'est très très joli, tout en cuir, et le tableau de bord lui-même est actuellement en Alcantara. Donc il y a vraiment des jolies coutures un peu partout, et bon, on se croirait vraiment dans une voiture top luxe, Ferrari, Lamborghini, la même chose. Actuellement assez typique, toutes ces voitures ont généralement des intérieurs un petit peu bizarres, oui, pas très bien pensés. Donc actuellement là pour la Nissan c'est plutôt pas mal. On a un petit logo là, Nismo, qu'on paye assez cher, donc c'est sympa qu'ils nous rajoutent un petit logo quand même. Et puis voilà. Bon bah je vais essayer de rajouter quelques petites impressions de conduite. Et puis bon, j'espère que vous profitez de la Nissan GT-R. Si vous en profitez, n'oubliez pas de thumbs up, subscribe comme on dit en anglais, pour aider le channel. J'essaierai de faire d'autres vidéos si cette vidéo de la GT-R vous plaît. Encore une fois, la Nissan GT-R se conduit vraiment de façon tout à fait tranquille. J'ajuste un peu le volant parce que je l'ai un peu déplacé quand même. Ok, allons-y pour ça. Allons-y, ok. Donc encore une fois, pour une voiture dernier cri, il y a pas mal de choses qui sont manuelles, pas électriques en tout cas, on va dire, parce que c'est vraiment pas spécialement difficile de bouger son volant de façon manuelle, mais dans la plupart des voitures de ce prix là maintenant de nos jours, tout est un peu électrique. Ça se conduit vraiment facilement, on est à se tirer relativement haut.
a une position de conduite effectivement assez haute. Moi d'ailleurs j'aimerais bien que le siège puisse se déplacer un peu plus bas. Mais pour la conduite en ville de tous les jours, c'est vraiment une voiture très facile à conduire. Je pense qu'ils ont pris un peu ça sur Porsche, hein. Ils ont envie de vendre leur voiture pas que à des gens qui vont sur circuit, un petit peu à des gens quand même qui l'utilisent tous les jours. Même si c'est nettement plus ferme en tout cas qu'un modèle Porsche de base. Il n'y a pas de doute. Je suis passé sur quelques dodanes. Ah, oh putain. Oh putain. Oh oui, effectivement, là, sur les dodanes, t'as vraiment l'impression de rouler en rouleau compresseur. Ah oui, c'est quand même fait. Bon, aïe, ça fait mal. Ok, allons-y. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que bon, si vous aimez attirer l'attention avec le modèle rouge, vous êtes servi. Les gens sont quand même très friands de cette voiture. Et on n'en voit vraiment pas beaucoup pour une des raisons, c'est que le prix est quand même pas super attractif. C'est quand même un petit peu cher pour ce que c'est, et puis ça reste une Nissan quand même, donc il y a quand même un attrait limité. La plupart des gens veulent quand même effectivement rouler dans quelque chose un peu plus Porsche ou autre chose, donc il y a un attrait un petit peu limité de la Nissan. Donc l'avantage c'est qu'on en voit quand même nettement moins sur les routes, même ici à Miami, on les compte sur les doigts de la main. Les Porsche on en voit des centaines par jour, mais des Nissan GT-R très rarement. Je pense que j'ai essayé de réfléchir un petit peu. Le mois dernier, les 2 derniers mois, ça fait peut-être 6 mois que j'en ai pas vu. Donc c'est des voitures qui sont étrangement rares, surtout on va dire sur la côte est des États-Unis. Je pense que sur la côte ouest, il y a une culture de voitures japonaises un petit peu plus importante. Mais alors sur la côte est, ça reste quand même très limité. Je sais pas ce que ça donne en France, vu que ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds, mais on ne doit pas en voir des masses non plus, j'imagine. L'intérieur est vraiment très beau, hein, avec l'Alcantara, le cuir, il n'y a vraiment pas à se plaindre, et le bruit du moteur toujours présent de la meilleure façon qu'il soit, avec un volume un peu plus élevé, encore une fois, de ce qu'on pourrait trouver dans une Porsche de nos jours, mais plus le volume qu'on pourrait avoir dans une Porsche il y a une vingtaine d'années, dans les années 2000 je pense. On avait ce type de volume à l'intérieur de la cabine. Maintenant Porsche vraiment se dirige de plus en plus vers des voitures de plus en plus GT, en tout cas pour les modèles qui ne sont pas GT3. En fait, ça qui est génial, c'est même si on fait, il y a 100 mètres à faire, là, on met un petit coup d'accélérateur, tout de suite, on se sent poussé avec le bruit du moteur, les pots d'échappement. Tout est vraiment spécial, c'est absolument fantastique. Et je dirais presque on pourrait vous donner les clés d'une Nissan GT-R pour tourner autour de votre pâté de maison, et je peux vous garantir que vous allez vous en rappeler pendant plusieurs semaines, parce que bon, franchement on peut s'amuser même en faisant le tour du pâté de maison avec cette voiture, s'amuser on va dire en se faisant peur même, parce que ça va très vite. Encore une fois, moi j'adorerais pouvoir avoir une boîte manuelle, ou en tout cas une boîte automatique un petit peu plus agressive. Là tu vois, j'ai envie de passer en manuel, mais je me dis je vais passer en manuel, ça va être trop agressif, je vais avoir du mal à passer les vitesses parce qu'on les sent pas bien. Donc au final je vais peut-être rester un petit peu en automatique, même si ça me titille. Là on est en plein trafic, hein. Il est 1h30 de l'après-midi à Miami. On va voir ce qu'on peut faire un petit peu, mais il ne peut pas y avoir grand chose. Viennent nous ennuyer. Ah, c'est un vrai plaisir à chaque fois qu'on accélère, on se sent porté par une vague, et en modèle R en plus il y a vraiment des bruits d'échappement très sympas. J'aimerais bien passer, mais là il y a un petit minivan qui fait son blocage typique. Voilà, c'est encore une fois, le trafic est à son maximum. C'est vraiment histoire de juste d'aller faire un petit trip chez McDo, ce qui est actuellement ce que je vais faire tout de suite. J'ai pas trop le temps de rentrer à la maison là. On va se prendre un petit McDo vite fait.
son typique de la GTR, c'est le sifflement des turbos avant tout. Thanks. Alors on a des bip bip dans tous les sens là parce que les détecteurs de parking de la Nissan GTR sont actuellement très sensibles. Ça a pris quelques jours d'ailleurs de... Ils veulent vraiment qu'on préserve les jantes. Et alors ça m'a pris quelques jours de piger qu'il y a un bouton ici en bas à gauche là, sous le volant pour arrêter les sirènes là. On n'a pas envie d'écouter la radio dans une voiture comme ça, c'est le problème. Petite accélération fulgurante là, ça fait du bien. T'as l'impression d'être un peu sur un tapis volant dans une voiture comme ça. Il y a un petit espace, tu te faufiles. Les pneus sont toujours au rendez-vous, vu qu'on a les pneus qui ont un grip absolument démentiel. Je serais curieux de savoir combien de kilomètres on peut arriver à tirer sur des pneus comme ça, mais ça va pas être beaucoup. Je dirais 5000 km. Je pense que ça pourrait être plus ou moins ça, ouais. Je pense que ça pourrait être plus ou moins ça, ouais. Surtout quand on continue à envoyer la gouache comme ça. En parlant de consommation, je regarde même pas la consommation d'essence parce que ça n'a pas d'intérêt bien évidemment. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le réservoir n'est pas très grand. Donc pour une voiture GT qui est censée faire des longs trajets d'autoroute, eh bien il va falloir s'arrêter comme assez souvent pour faire le plein. Bon, la bonne chose c'est que bon, quand on va se cracher contre un mur, on fera un peu moins de barbecue. Je couperai l'édition ça parce que c'est du mauvais goût, mais bon, ça m'amuse. Plaisir à conduire, vraiment, t'as vraiment l'impression d'être dans une voiture de course, on va dire. En plus, si vous êtes des fans de Gran Turismo, choses comme ça, vraiment t'as le même type de son que dans Gran Turismo, donc il n'y a vraiment pas de déception à conduire la Nissan GTR. Non, en gros, c'est vraiment un vrai plaisir. Vraiment une voiture différente de tous les autres types de voitures de sport disponibles. Porsche Turbo, Porsche GT3, elles ont tout leur caractère, et la Porsche GTR a elle aussi son caractère bien spécifique, surtout maintenant là dans la dernière version Nismo en plus. C'est vraiment une voiture absolument fun quoi. Tu peux conduire ça une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Il y a toujours un bon moment de sortir sa Nissan GTR. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même essayer d'être un petit peu raisonnable parce que ça envoie quand même. Mais on va dire souvent ce que je dis à des amis quand ils me demandent cette voiture, c'est vraiment, surtout en modèle Nismo, c'est si vous êtes dans le tuning et vous avez envie de tuner votre voiture pour avoir meilleure sensation, suspension, turbo, tout l'ensemble, ben voilà, ça c'est l'archétype de ce que pourrait faire ce que peut faire un constructeur automobile avec ce même esprit tuner, pousser l'idée à fond. Pousser l'idée à fond, un truc qui reste quand même sympa quoi. Bon, bien voilà, ça conclut notre petit tour en Nissan GTR. Une voiture bien sympathique. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir la chance de la conduire un jour. En attendant, j'espère que vous avez profité de la vidéo. Thumbs up, subscribe si vous aimez ce que vous voyez, si vous avez appris des trucs en regardant la vidéo. Et puis revenez plus tard sur le channel. J'espère vous faire voir d'autres voitures qui sont disponibles sur le marché américain à Miami.
que vous verrez peut-être pas très souvent en France. Voilà tout. Merci beaucoup. Au revoir.